L'échiquier international, bienvenue à vous. En 20 mois, l'entité sioniste a bombardé plusieurs pays de la région. Rien que depuis le mois de juin, 6 d'entre eux ont eu droit aux menées du sanglant Netanyahou. Ce dernier tente de faire pencher l'allié américain dans la croisade contre l'Iran. L'entité sioniste compte bien continuer son agression. En a-t-il les moyens ? L'inconnue déterminante à l'heure où on parle, bien entendu, est-ce que les États-Unis d'Amérique vont entrer dans la bataille? On en parle dans quelques secondes. Téhéran et l'entité sioniste se rendent coup pour coup depuis la nuit de jeudi à vendredi, sauf qu'à en croire le dernier appel lancé par Netanyahou à Donald Trump pour l'inciter à entrer dans la bataille, serait une indication peut-être que l'entité sioniste fait face cette fois-ci à une armée plus organisée qu'à l'accoutumée. Si vous ajoutez que l'armement sioniste est composé à 70% d'armes américaines, vous auriez plus ou moins une idée de la supposée force de frappe de l'armée sioniste. On en parle en tout cas avec l'analyste géopolitologue Karim Belgassem. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, merci pour votre invitation. Merci d'être des nôtres, Karim Belgassem. Alors, Karim Belgassem, la question lancinante, la question de fond concernant la guerre entre l'Iran et l'entité sioniste, à l'heure où on parle, et ce fameux facteur de Donald Trump, le président américain, va-t-il, oui ou non, entrer dans l'agression en cours contre Téhéran? Alors, il est important de rappeler que Donald Trump, malgré ses airs, je dirais, bougons, agressifs, a quand même un minimum de réflexion. Et s'il peut passer pour un va-t-en-guerre, il a en tout cas une qualité, c'est un businessman. Il va penser business first. Donc, les bombardements que subissent l'Iran risquent de durer encore quelques jours, mais à un moment, Donald Trump va vouloir quand même rentrer dans les négociations. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis que la région du Proche-Orient se retrouve je dirais, dans un état apocalyptique. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis et ce n'est dans l'intérêt de personne. Donc, il a aussi essayer de freiner un peu M. Netanyahou dans ses opérations de va-t-en-guerre, mais je pense qu'à un moment, il va quand même retourner à la raison pour inciter l'Iran à négocier sur le traité du nucléaire. Vous avez dû voir les images comme moi, Karim Belgassem, Donald Trump quitter précipitamment la réunion du G7 en prétextant une autre réunion de crise à Washington. On sait que la Chine et l'Inde ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Iran. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Donald Trump il y a 24 heures au sujet de la situation qui prévaut à Téhéran. On a l'impression que les prochaines heures, quand même, vont être déterminantes pour nombreux pays de la région, voire au-delà. Absolument. Je pense que nous allons assister à un positionnement concret des autres puissances, à savoir la Chine et la Russie. Vous savez qu'il y a un accord de coopération militaire entre la Russie et l'Iran, et vu les liens qu'entretiennent Donald Trump et puis Vladimir Poutine, il est fortement probable qu'ils aient une entrevue l'un et l'autre à propos du sujet iranien, et Vladimir Poutine ne va pas se gêner à la fois pour repréciser à Donald Trump les limites qui doivent s'imposer sur la crise iranienne. Et dans un autre temps, Vladimir Poutine pense, et il l'a déclaré, à rentrer en scène avec M. Erdogan pour tenter une médiation entre Israël et l'Iran pour résoudre cette crise et stopper cette effervescence et cette agression que subit l'Iran, il faut quand même le rappeler. Est-ce que, bon, vous y croyez pas, mais à supposer que les États-Unis d'Amérique entrent dans la bataille, est-ce que ça serait pour Vladimir Poutine une ligne rouge à ne pas franchir comme il l'avait tracé autrefois avec la Syrie de Bachar al-Assad quand il y a eu les croisades otaniennes contre Damas? Il faut rappeler que nous sommes dans une situation assez exceptionnelle, même si certains vont vous dire que
cette opération militaire de l'entité sioniste était prévisible, on n'imaginait pas quand même qu'elle allait atteindre ce degré de violence qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. En tout cas, du côté français. Donc, il est certain que Vladimir Poutine a tout intérêt à aussi entrer en scène pour mener des négociations au nom du Sud global et accompagné de M. Erdogan qui représentera l'entité, je dirais arabo-musulmane. Effectivement, sous ces airs de va-t-en-guerre, je dirais que le contexte mondial, c'est ce que je dis à mes étudiants en géopolitique, nous avons affaire depuis quelques mois, voire quelques années, à des plaques tectoniques qui remuent en permanence sous nos pieds. Et nous faisons face à une situation où le Proche-Orient est en feu. Et cette situation rappelle curieusement la guerre en Irak en 2003, puisqu'il y a plein d'éléments de comparaison que l'on peut faire avec la crise irakienne de 2003, mais ça, peut-être que nous y reviendrons un peu plus tard au cours de notre interview. Vous faites, bien sûr, on va en parler, vous faites allusion surtout au fameux, comme disent les géopolitologues américains, le fameux smoking gun. À l'époque, c'était l'Irak, on parlait de armes de destruction massive. Cette fois-ci, c'est le programme nucléaire civil iranien qui serait militaire. Mais c'est un vieux récit, c'est-à-dire, on parle de la soi-disant bombe atomique iranienne supposée. Déjà en 1992, les sionistes nous disaient que l'Iran allait obtenir ce moyen de dissuasion nucléaire d'ici 3 à 5 ans. Enfin, chaque année, ce leitmotiv revenait. C'est un récit qui dure depuis 25 ans. Absolument, c'est l'histoire de crier au loup en permanence. Et puis, à un moment, on n'y croit plus, ou nous devenons extrêmement sceptiques à cette hypothèse. Et si l'antététionniste dit que l'Iran possède l'arme atomique qui va s'en servir pour bombarder Israël, nous savons que l'antitétionniste dispose de cette même arme qui dispose du nucléaire, même si ce n'est pas officiel. Donc, il reproche. On appelle ça l'ambiguïté nucléaire quand il s'agit de l'entité sioniste, parce qu'ils ne le reconnaissent pas, hein, alors que tout le monde sait qu'ils l'ont. Absolument, absolument. Et par conséquent, il y a quand même de sérieux doutes sur la crédibilité de cette affirmation. Donc, l'Iran dispose du nucléaire à des fins civiles, c'est possible. On n'a pas la certitude à 100%, mais vous avez raison, c'est une vieille chanson, c'est une vieille rengaine que l'on entend depuis des mois et des années. Donc, quelle crédibilité apporter à cela? Je pense qu'il faut faire confiance aux inspecteurs De du l'AEA. nucléaire, ouais, de l'AIEA, pardon, pour effectuer tous les contrôles. Et pour reprendre une référence crédible, M. Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, lors de la crise irakienne en 2003, il avait précisé que les inspections avaient donné des résultats et qu'on pouvait maîtriser la progression de la recherche nucléaire de Saddam Hussein et de l'Irak. Donc, le même processus devrait être appliqué, mais il semble que M. Netanyahou a voulu jouer une autre carte sur la table parce qu'il est en difficulté au niveau Mais, de sa politique intérieure. mais Karim Belgassem, quand on parle du projet nucléaire civil iranien, on a l'impression qu'il n'y a que Netanyahou qui aurait des informations clés à ce sujet, alors que la CIA, dans ses rapports, même les rapports français du renseignement, mais restons sur la CIA, dans ses rapports, continue d'estimer que l'Iran ne construit pas une arme nucléaire et que même le guide suprême Khamenei n'avait pas autorisé le programme nucléaire qu'il aurait suspendu en 2003. Il y a aussi plusieurs fatwas, entre guillemets, d'injonctions religieuses qui stopperaient le programme nucléaire. Enfin, les officiels iraniens n'ont jamais fait mystère de ce projet. Et cela a été répété aussi par la directrice du renseignement américain, Tulsi Gabbard, le 25 mars dernier, devant le Sénat américain. Donc tout ça est renseigné, sans oublier, bien entendu, l'inspection de l'AIEA. Il y a des spécialistes aussi qui observent l'Iran depuis pas mal d'années. On dit que l'Iran ne prend pas cette tangente du nucléaire militaire. Pourtant, Netanyahou arrive à imposer ce récit. Comment vous l'expliquez? Je l'explique tout simplement par le fait que nous vivons dans une époque
manichéenne, trop simplificatrice, où il y aurait les gentils et les méchants, et que l'Iran est victime d'une diabolisation. Je le dis d'autant plus qu'à titre personnel, j'ai effectué 3, 4 voyages en Iran il y a une dizaine d'années, et je trouve que mon dernier voyage datait de 2012. À l'époque, c'était Monsieur Ahmadinejad, le président de la République islamique d'Iran, et il y avait déjà des menaces de guerre entre l'entité sioniste et l'Iran. Et les Iraniens eux-mêmes que j'ai rencontrés me disaient, mais Karim, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous, on ne veut pas se faire passer pour des terroristes. Tout le monde pense que nous sommes des terroristes. Est-ce que vous pensez, vous, que nous sommes des terroristes? J'ai dit, bien sûr que non. Je fais non seulement un distinguo entre la population iranienne et puis le régime des mollahs iraniens, mais malgré tout ça, l'Iran est victime d'une certaine diabolisation au niveau des relations internationales, puisque certains spécialistes ou politologues n'ont pas tous les éléments du puzzle. Ils vont uniquement se rappeler de la révolution iranienne, mais ils oublient la période du Shah d'Iran, qui était faussement démocratique, puisque le Shah d'Iran était quand même un autocrate. Il y avait la SAVAK, cette police politique qui avait été, où les dirigeants avaient été formés par la CIA. Il faut bien le rappeler. Donc, depuis la révolution islamique de 79, l'Iran est diabolisé. Il y a eu la guerre Iran-Irak. Il y a eu un conflit avec les États-Unis et l'Iran, justement par rapport au financement du nucléaire et à la donation de l'énergie nucléaire par les États-Unis avec l'aide de la France. La France a été victime d'attentats terroristes par l'Iran dans les années 80 et à travers le djihad islamique au Liban, des otages français, américains et britanniques avaient été retenus en otage. Donc il y a une éternelle suspicion. Karim, c'est bien de rappeler ces épisodes, mais n'oublions pas que après la révolution de Khomeini en 1979, certains pays avaient gelé les avoirs de l'Iran et ça a été considéré par la nouvelle donne politique iranienne comme un acte de guerre. Les Français, dès l'avènement de Khomeini au pouvoir, avaient gelé les avoirs de millions de dollars dont l'Iran avait cruellement besoin à l'époque. Il faut aussi mettre ça dans la balance. Je crois que c'est important. Oui, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Il faut aussi rappeler que les Iraniens ont une grande mémoire. Ils n'oublient pas tout ce qui s'est passé dans les décennies précédentes. Mhm. Et donc, les Iraniens, malgré tout cela, ont une certaine méfiance et une certaine suspicion vis-à-vis des Occidentaux. Mais les clichés ont parfois la vie dure. Et donc, l'Iran est considéré comme un État dangereux, diabolisé par certains spécialistes et certains politologues. Et l'Iran est l'obsession de toute manière de monsieur Benjamin Netanyahou qui veut restituer le grand État Eretz sioniste. Israël, comme ils disent. Oui. Absolument, absolument. Donc, il a tout intérêt à extrapoler une menace qui n'existe probablement pas, pour aussi oublier les massacres de De Gaza, Gaza, oui. pour oublier aussi son application dans une affaire de corruption en politique intérieure. Donc il Trois a tout affaires, intérêt à extrapoler tout ça. trois affaires enfin, il est poursuivi pour trois affaires, pardon, judiciaires. Revenons à Madame Tulsi Gabbard, la chef du renseignement, qui, je le rappelle, le 25 mars dernier, dit que rationnellement, elle avait les données qui consistaient à dire que l'Iran ne s'orientait pas vers un projet militaire nucléaire. Et pourtant, elle a été nommée par Donald Trump. Et justement, ce même Donald Trump, dans l'avion le menant du Canada à Washington, il participait à la réunion du G7, quand on lui a posé la question, sur les propos de la chef du renseignement, il a dit: je m'en fiche de ce qu'elle dit, l'Iran est en train d'enrichir de l'uranium pour façonner une bombe atomique. Il y a, semble-t-il, une autre guerre qui ne dit pas son nom, celle qui se déroule au sein de l'appareil d'État américain. C'est Oui, rarissime qu'un chef du renseignement est en contradiction totale sur un dossier aussi sensible avec le président américain. oui, parce que c'est du Donald Trump craché. J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un
d'impulsif, d'imprévisible, qui peut changer d'avis au dernier moment. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec la Corée du Nord en 2018. On était à deux doigts d'un conflit. Et puis finalement, Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés, se sont serrés la main. Donald Trump disait que Kim Jong-un était un good guy. Je ne pense pas qu'on en arrivera là et que Donald Trump ira voir Ali Khamenei en lui faisant une accolade. Mais Donald Trump est imprévisible et peut valser son opinion d'un jour à l'autre. Je pense cependant qu'il tient compte de ce que lui disent les services de renseignement, mais il a ce côté impulsif, imprévisible, que testent également les pays occidentaux et les pays européens qui s'imaginaient encore sous protection américaine et qui s'imaginaient que par leur atlantisme, ils auraient une relation sans équivoque avec les États-Unis. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas et M. Macron en fait un peu les frais actuellement. On fait une parenthèse, si vous le voulez bien, avec le positionnement, la posture des pays arabes face à l'agression sioniste contre l'Iran. La Jordanie, on le sait, aide l'entité sioniste à neutraliser quelques drones iraniens. L'Arabie saoudite et la Syrie, nouvelle version, hein, ouvrent leur espace aérien respectif pour les avions sionistes afin de cibler les cibles iraniennes. Est-ce qu'en coulisses, vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'en coulisses, certains pays arabes de la région ne se réjouissent pas de la situation actuelle de leur ennemi de toujours, à savoir l'Iran? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On sait principalement que les frères ennemis que sont l'Arabie saoudite et l'Iran, eh bien, l'Arabie saoudite se réjouit de cela malgré des communiqués qui condamnent, bien entendu, l'action de l'entité sioniste. C'est vérifié, hein? Pardon, excusez-moi, je vous laisse poursuivre, mais c'est vérifié. On sait que l'espace aérien saoudien est ouvert pour l'aviation sioniste, l'aviation militaire sioniste. Vous le confirmez? Absolument. Absolument. Donc effectivement, ils ne veulent, eux et les pays voisins comme le Qatar et le Sultanat d'Oman, ne veulent absolument pas que l'Iran développe ses moyens nucléaires, quelles que soient les fins. Donc ils sont évidemment ravis, entre guillemets, de cette situation. Et de toute manière, les accords d'Abraham qui ont été signés avec l'entité sioniste euh, ont permis de diviser davantage le monde, les pays arabes envers l'Iran. Cette stratégie où l'Arabie saoudite, par ailleurs, a failli tomber dans ce piège, si je peux m'exprimer ainsi, juste avant le 7 octobre 2023, l'Arabie saoudite était à deux doigts de signer ces accords. Donc, on est dans une situation classique où les pays arabes, sous couvert d'une solidarité envers un pays musulman, Certains pays arabes, hein, ont certains pays arabes, parce il y en a d'autres qui ont signé aussi, qui dénoncent cette agression sioniste, puisqu'il n'y a pas l'aval de l'ONU, c'est une agression caractérisée, c'est une violation en bonne et due forme du droit international qui a été signée par certains autres pays pour un peu équilibrer. C'est-à-dire on n'est pas au diapason concernant tous ces pays à l'endroit de l'Iran. bien sûr, mais pour être parfaitement clair, il s'agit effectivement d'une violation du droit international. Je citerai toujours quelqu'un que nous connaissons tous, Albert Camus, qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et ici en France, on a du mal à déclarer qu'il y a une violation du droit international par l'entité sioniste. On a du mal à déclarer qu'il y a eu un génocide de commis dans la bande de Gaza et que la colonisation, l'apartheid et le génocide ont bien été commis depuis déjà pas mal de mois et d'années par l'entité sioniste. La sémantique est très importante, mais vous avez certains pays, certains médias qui ont du Alors, mal à se mettre en accord avec cela. Alors, Karim Belgassem, revenons, si vous voulez bien, à l'Iran. Attend une connaissance précise de l'état des forces armées iraniennes. On a vu des images où le système de missiles sionistes, euh, d'une certaine manière, subissait des couacs. On avait vu des missiles sionistes lancés puis revenir au sol.
Certains spécialistes parlent de brouillage ou de piratage électronique iranien qui arrive à neutraliser le système de défense sioniste. On sait que les Iraniens, d'après les spécialistes militaires, sont passés maîtres dans cette forme de guerre électronique. Avez-vous des éléments à nous fournir à ce sujet? Est-ce que finalement l'empire américano-sioniste n'a pas sous-estimé le savoir-faire militaire iranien? Est-ce qu'au fond, c'est pas ça la menace au lieu d'être le soi-disant le pseudo-projet militaire iranien? À force de diaboliser la République islamique d'Iran, ils ont effectivement sous-estimé les capacités de défense de l'Iran en omettant le soutien en sous-marin de la Chine et de la Russie. Donc, effectivement, les Occidentaux ont été surpris par cette résistance. Et de toute manière, il ne faut pas oublier une chose, quoi qu'il se passe dans les heures et les jours qui vont arriver, les Iraniens ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien parce que contrairement à ce que pense M. Netanyahou, qui incite la population iranienne à se révolter contre le régime islamique, l'attitude de M. Netanyahou ne va faire que renforcer le nationalisme iranien qui va de gré ou de force se ranger du côté des autorités iraniennes. Donc, à chaque fois, il se passe le même scénario et la sous-estimation, entre guillemets, d'un ennemi fait que nous arrivons aussi à cette situation et sûrement que M. Trump dispose également de ces informations et de cet état de fait qui l'amèneront à négocier avec l'Iran. C'est déjà une erreur grave quand on est dans une menée militaire, c'est-à-dire sous-estimer l'ennemi ou mal identifier l'ennemi ou mal comprendre l'ennemi. Revenons sur les missiles iraniens qui arrivent, en tout cas c'est ce qu'on a vu, vous allez nous aider à peut-être à mieux cerner ce qui s'est passé, les missiles iraniens qui arrivent à percer le fameux dôme de fer, ce mythique entre guillemets dôme de fer, en tout cas c'était comme ça que c'était présenté par les médias sionistes. Ces mêmes médias disent que ce bouclier arrive à intercepter malgré tout 80% des missiles et autres drones iraniens pour un peu contraster avec les images des zones, des zones qui ont été bombardées avec les missiles balistiques iraniens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fameux dôme de fer? On a vu qu'il a du mal à canaliser les missiles balistiques iraniens. Karim, je ferai le lien avec votre question précédente, c'est-à-dire qu'on sous-estime l'Iran. Est-ce qu'on n'a pas aussi surestimé les capacités de l'entité sioniste qui, eux, ont mêlé renseignements, technologie et capacités clandestines d'infiltration? On sait aussi que l'Iran est dans les histoires d'infiltration, d'espionnage et aussi très présente, mais il est fort à craindre, et ce qui va être reproché à M. Netanyahou, c'est qu'en quelque sorte, Tsahal a été glorifié et peut apparaître comme un colosse au pied d'argile, comme est apparu aussi les États-Unis, un colosse au pied d'argile lors du 11 septembre 2001, qui était un choc planétaire, où on a vu que pour une fois, l'Amérique avait été attaquée. C'est un peu leur histoire. C'est un peu leur histoire finalement. On peut même aller jusqu'à Dien Bien Phu, où le général Diap avait dit que le colonialisme était un mauvais élève, c'est-à-dire il ne comprend jamais ses erreurs, continue à les perpétuer jusqu'à la prochaine défaite. Dernière question, Karim Belgacem, on arrive à la fin de notre entretien. Finalement, une troisième guerre mondiale ou une quatrième guerre mondiale, puisque la troisième guerre mondiale serait la guerre froide. Est-ce qu'une quatrième guerre mondiale, vous y croyez? Rapidement. Je dis toujours Vous que êtes la sceptique, hein? géopolitique, c'est un peu cynique. Pas vraiment. Je vais aller au bout de mon développement. Je dis toujours que la géopolitique, c'est un peu cynique, mais la quatrième guerre mondiale, on y est plus ou moins déjà. On y est plus ou moins déjà. Jusqu'à quel stade? Je ne suis pas capable de vous le dire parce que tout est possible. On est vraiment dans une situation unique et exceptionnelle. De toute manière, les années qui ont passé entre le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe aujourd'hui en Iran, fait que nous assistons, je vous l'ai dit, à une recomposition Merci. géopolitique et qui amènera aussi, je pense, à une émancipation des pays du Sud global qui ont déjà Merci. manifesté leur désaccord
sur le suivisme des Merci. Américains, sur les sanctions par rapport à la Russie. Merci Karim Belgassem d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour Merci à et vous. d'avoir nourri les débats. Je rappelle que vous êtes analyste politique et géopolitologue ainsi que professeur. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir répondu présent. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la suite des programmes sur Al24 News. On vous souhaite une bonne soirée.